Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. Le grand hospitalier de l'Ordre souverain de Malte est en Côte d'Ivoire. Ministre de la Santé et des Affaires sociales, ministre de l'Action humanitaire et de la coopération internationale. Il a été reçu aujourd'hui par le Premier ministre Patrick Achi. La Côte d'Ivoire veut bénéficier de l'expertise de l'Ordre souverain de Malte en matière de gestion des centres de santé. Le ministre Souleymane Derassouba devant les députés, le grand oral du ministre du Commerce, de l'Industrie et de la promotion des PME a porté sur le pouvoir d'achat des populations. Il a décliné les actions du gouvernement face à la vie chère. Plus de 200 milliards de francs CFA ont été mobilisés par le gouvernement. L'État s'attaque aussi à la pauvreté. Une enquête a été réalisée. Selon le rapport présenté par la ministre Belmondo Dogo, partenaire, le taux de pauvreté à l'échelle nationale est passé de 59% en 2011 à 39% en 2018, des performances enregistrées grâce aux réformes sociales. La pandémie de coronavirus se répare en France pour une 7e vague. Plus de 147 000 nouvelles personnes ont été testées positives ces dernières 24 heures, soit une hausse de 55% en une semaine. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Le grand hospitalier de l'Ordre souverain de Malte en visite à Abidjan a été reçu par le Premier ministre Patrick Achi. La Côte d'Ivoire, notre pays, veut bénéficier de l'expertise de l'Ordre de Malte en matière de gestion des centres de santé. Ils ont donc échangé sur la mise en œuvre de 17 dispensaires et de l'hôpital de référence à Bodor, géré par l'Ordre et qui permet de prendre en charge une grande partie des accidentés de l'autoroute du Nord, nous explique Didier Nguessan. Renforcer la coopération sur le plan sanitaire pour en faire bénéficier les populations. Le Premier ministre Patrick Achi reçoit le grand hospitalier de l'Ordre souverain de Malte, le prince Dominique de la Rochefoucauld-Montbel, ministre de la Santé, des Affaires sociales, de l'Action humanitaire et de la coopération internationale. Au menu des échanges, les activités hospitalières et caritatives portant sur la création de 17 dispensaires, eux-mêmes connectés à un hôpital d'environ une centaine de lits opérationnels depuis avril 2015. Nous avons pu échanger, notamment avec des projets qui tiennent compte de grands événements qui vont bientôt arriver, notamment la Cannes l'année prochaine, mais aussi le fait que la Côte d'Ivoire devient maintenant quand même un centre africain très important des échanges économiques, échanges sociaux, échanges politiques dans le monde. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons essayé de développer nos actions, que nous avons commencé notamment avec l'installation ici d'un hôpital à Bodo, qui est devenu maintenant un hôpital de référence. Les 17 dispensaires sont identifiés sur l'ensemble du territoire, d'Abidjan à Korogo, en passant par Prikro, Kotobi, Bonois et Divo. De quoi renforcer le dispositif sanitaire ivoirien, piloté et mis en œuvre par Pierre Demba, ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Remercier nos partenaires de l'Ordre de Malte qui nous aident énormément dans le domaine de la santé, avec l'hôpital de Godot qui est le premier hôpital de contact de tous les blessés de l'autoroute du Nord. Mais également autour de cet hôpital, il y a un réseau de centres de santé qui constitue pour nous un continuum de soins. Et ce qui est remarquable, c'est surtout l'expertise, la capacité de gestion de ces hôpitaux et les services apportés qui peuvent donc dépendre sur les autres hôpitaux que nous avons. Après cette audience, l'hôte et sa délégation iront visiter sur place à Bodo l'hôpital Saint-Jean-Baptiste. On en arrive à ce grand oral du ministre Souleymane Derassouba devant les députés à Abidjan. Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la promotion des PME a décliné les actions du gouvernement face à la vie chère. Plus de 200 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour préserver le pouvoir d'achat des populations. Cette séance des questions orales avec débat face aux élus de la nation s'est déroulée hier. Moussa Konati. La cherté est devenue réelle. Comment faire pour les familles qui n'ont pas de revenus conséquents pour pouvoir se sortir? Je prends un peu le cas du paquet de spaghettis, autrefois qui coûtait 150, aujourd'hui qui coûte 250 francs. Du coup, dans les kiosques, les vendeurs sont obligés de vendre le demi-plat de spaghettis à 600 francs, ce qui était autrefois à 400 francs. L'augmentation du coût de certaines denrées est difficilement acceptée.
Le phénomène de la vie chère préoccupe également l'Assemblée nationale. Le ministre du Commerce est à l'hémicycle pour une séance de questions orales avec débat à l'initiative du député Dia Oufoué. Aujourd'hui, la situation est très alarmante. Les populations ivoiriennes vivent une véritable crise du panier de la ménagère qui se manifeste par une augmentation continue des prix des denrées alimentaires et des produits de première nécessité, riz, savon, huile et j'en passe. Que fait donc le gouvernement face à la situation? Le ministre Souleymane Diarra-Souba présente aux députés la politique de riposte de l'État. Au titre des mesures immédiates, la subvention partielle des produits pétroliers, notamment le gazole, pour éviter l'impact sur le coût de la vie, pour un montant de 200 milliards de francs CFA de janvier 2022 à mai 2022. La reconduction du plafonnement des prix de l'huile de palme raffinée, du sucre, du lait, du riz, de la tomate concentrée, de la viande de bœuf, des pâtes alimentaires et du ciment. L'exonération des droits de douane sur l'importation du blé. La subvention en faveur des producteurs de farine boulangère à hauteur de 6,6 milliards de francs CFA par mois et ce sur 3 mois. La mise en vente sur l'ensemble du territoire de 2 types de baguettes de pain, dont une baguette standard à 150 francs pour 174 grammes et une baguette améliorée à 200 francs pour 232 grammes afin de faciliter et de garantir l'accessibilité du pain. Plus de 4 heures de débat entre les députés et le ministre du Commerce. La séance présidée par Adama Bictogo, le président de l'Assemblée nationale, félicite le ministre Souleymane Diarra-Souba pour sa disponibilité. Monsieur le ministre, une fois de plus, nous vous disons merci et à très bientôt parce que la vie chère est une préoccupation permanente, quotidienne de nos populations. Donc, acceptez que devant chaque évolution, nous vous faisions appel parce que l'information commande l'action. Et si nous sommes bien informés, nous pouvons donc mieux agir auprès de nos populations. La prochaine séance de questions orales avec débat est prévue le 19 juillet, avec comme invité le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier. L'État s'attaque aussi à la pauvreté. Une enquête vient justement d'être réalisée par le PNUD et l'Institut national de la statistique. Selon ce rapport présenté par la ministre Miss Belmondo Dogo, partenaire technique et financier, le taux de pauvreté à l'échelle nationale est passé de 59% en 2011 à 39% en 2018, des performances enregistrées grâce aux réformes sociales. Frédéric Olaï, Franco Adio. De 59,3% en 2011 et 44,5% en 2015, le taux de pauvreté en Côte d'Ivoire est passé à 39,4% en 2018, selon le rapport provisoire sur l'analyse de l'extrême pauvreté et des inégalités auxquelles s'ajoute la question de vulnérabilité des populations. Ce rapport, au centre de cette rencontre entre partenaires et gouvernements, révèle les indices d'extrême pauvreté dans les zones rurales du territoire. Si on dit que la Côte d'Ivoire a un taux de pauvreté national de 39,4%, il y a quand même 10% de cette population qui est extrêmement pauvre. Et je crois que dans sa vision de solidarité Côte d'Ivoire solidaire, il est important que l'État se rende compte de cette étude. Donc c'est beaucoup de gens qu'il faut appuyer, encadrer pour les sortir de là. Le taux d'extrême pauvreté se chiffre à 10% sur les 39% de cas de pauvreté en général. Ce rapport va servir d'instrument de planification et d'orientation de la politique d'aide aux ménages les plus touchés. Selon la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, cette tendance à la baisse est le fruit des réformes et autres mesures sociales. Il convient d'indiquer que le gouvernement a entrepris de développer un régime social unique afin d'identifier les populations les plus vulnérables et d'adresser efficacement la question de la coordination et de l'efficience des programmes de protection sociale et de lutte contre la pauvreté et de constituer une base de données unique, sécurisée, sur les conditions socio-économiques des ménages en vue de son utilisation pour le suivi. Le Bafing, le Tonkmi et le Bunkani sont les régions dont les localités restent frappées par l'extrême pauvreté. Certaines de ces localités ne disposent pas de services sociaux de base, notamment l'eau potable, l'électricité, la route, les infrastructures sanitaires et scolaires.
Le Sénat de Côte d'Ivoire accueille une délégation des sénateurs français et allemands, une présence qui s'inscrit dans le cadre du projet Parlement partenaire. À travers ce projet, une correction d'un guide sur la procédure législative permettra aux sénateurs ivoiriens de renforcer leur engagement démocratique. Kader Sokodogo. Le Sénat ivoirien sera bientôt doté d'un guide sur la procédure législative. Il sera le fruit d'une co-rédaction avec les parlements partenaires, le Sénat de France et le Sénat allemand, la Bundesrat. Cette activité est inscrite dans le cadre du projet Interpares financé par l'Union européenne. On va partager entre pairs et on va ensemble rédiger une guide qui va contenir les bonnes pratiques de la Côte d'Ivoire, alimentée avec les bons exemples qu'on trouve ailleurs dans le monde, y compris en Europe. Une coopération qui vient renforcer la volonté de la Chambre haute du Parlement de faire prévaloir la démocratie. C'est pour non seulement renforcer les capacités des sénateurs ivoiriens, pour les bonnes pratiques, la démocratie, et vous savez, pour les tests, on peut élaborer les tests au sorti de là, les tests de loi et puis les amendements. La France et l'Allemagne seront aux côtés de la Côte d'Ivoire pour la formation des parlementaires. Les deux présidents des Sénats français et ivoiriens ont signé en novembre 2018 un accord de coopération qui donc est bilatéral et cette coopération bilatérale et cette coopération multilatérale se complètent. Même si nous sommes une institution assez particulière, en termes de composition et de fonction, même parmi les deuxièmes chambres, nous accordons une grande importance à ces coopérations. 3 jours, c'est la durée de la mission des sénateurs français et allemands. Le guide sur la procédure législative sera disponible dans quelques mois. Voilà, sénateurs ivoiriens, français et allemands ensemble et une co-rédaction d'un guide sur la procédure législative permettra au Sénat ivoirien de renforcer son engagement démocratique. Plus loin, à Paris, en France, le Conseil de l'Entente et la Fondation Mo Ibrahim signent un nouveau mémorandum d'entente. Cet accord permettra à la Fondation Mo Ibrahim de mettre à disposition du Conseil de l'Entente des indicateurs de gouvernance, un outil important qui permet aux chefs d'État de mesurer l'efficacité des politiques qu'ils mènent au profit des populations. Hervé Blé était en France pour RTI. Le nouveau mémorandum d'entente entre la Fondation Mo Ibrahim et le Conseil de l'Entente, un outil de gouvernance important pour les chefs d'État. Il a été signé à Paris, dans les locaux de l'ambassade de Côte d'Ivoire, par Marcel Amontano, secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente, et Nathalie de la Palme, secrétaire exécutive de la Fondation Mo Ibrahim. Le nouvel accord devrait permettre aux chefs d'État de l'espace entente de mieux adresser les problématiques auxquelles sont confrontées leurs populations. Ça permet au chef d'État de disposer d'un tableau de bord qui leur permet d'évaluer les résultats, de voir si ce qu'il faut modifier dans les politiques publiques, s'il mérite d'être ajusté. D'autre part, le fait que ce soit un instrument qui soit au bénéfice du Conseil de l'Entente, donc d'une organisation régionale qui regroupe des pays, est aussi pour nous quelque chose de tout à fait important. Dans la mesure où aujourd'hui, la plupart des défis auxquels sont confrontés les pays sont des défis qui dépassent les frontières et qui nécessite pour y répondre de manière efficace une entente régionale. Le nouveau mémorandum d'entente réactive le protocole d'accord signé par les deux institutions le 15 mars 2019. Le Conseil de l'Entente se donne ainsi les moyens de soutenir l'attachement de ses chefs d'État à la promotion de la bonne gouvernance. La Fondation Mo Ibrahim est connue pour la fiabilité de ses statistiques qu'elle a maintenant compilées pour l'espace entente. Le Conseil de l'Entente donc va disposer d'un outil performant qui permet d'évaluer au fur et à mesure de la mise en œuvre des politiques des chefs d'État que ces politiques-là sont efficientes sur le terrain. La Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, le Burkina Faso et le Niger, ces pays membres du Conseil de l'Entente étaient chacun représentés à cette signature de mémorandum d'entente dédié à la gouvernance politique et économique dans leur espace.
On reste en France où la transformation de l'éducation est au cœur des débats. Les ministres chargés de l'éducation et de 80 pays membres du partenariat mondial pour l'éducation veulent lever les obstacles à l'amélioration des systèmes éducatifs. Ils accordent le violon don pour parler d'une même voix au sommet de New York en septembre prochain. Ils sont en conclave donc dans la capitale française. Michel Digré est à Paris pour RTI 1. Il ne suffit plus de réformer, il est temps de transformer l'éducation. Les débats sur le sujet s'enchaînent au siège de l'UNESCO. Pour la directrice générale de l'institution, l'heure est à l'action et pour cause. 259 millions d'enfants n'étaient pas scolarisés, c'est-à-dire un enfant sur 6 dans cette tranche d'âge. Et 6 enfants sur 10 ne finissent pas le cycle secondaire. On compte parmi les adultes plus de 770 millions de personnes qui ne savent ni lire ni écrire, dont les 2 tiers sont des femmes. Fortement impliquée dans les questions de l'éducation, la présidente de l'Éthiopie donne des pistes de solutions. Que le système éducatif soit des lieux d'égalité des chances et d'abondance partagée. Les écoles et autres établissements d'enseignement ne doivent pas être des lieux de compétition autour d'opportunités rares. Nous devons faire en sorte que toutes les formes d'éducation diffusent largement les savoirs et l'expertise au lieu de les concentrer aux mains de quelques-uns. Participant à la réunion du comité directeur de haut niveau sur l'éducation, la ministre Maria Toukone a fait un plaidoyer en faveur de l'Afrique francophone. La Côte d'Ivoire représente le pays d'Afrique francophone et la Sierra Leone représente le pays d'Afrique anglophone. Nous sommes chargés donc de porter, pour ce qui est de la Côte d'Ivoire, porter la voix de l'Afrique francophone pour lancer un appel à tous les chefs d'État par rapport à la transformation de l'éducation et veiller à ce que les intérêts des pays d'Afrique francophone soient pris en compte lors du sommet du mois de septembre. Les débats en cours devraient permettre d'établir une vision commune de toutes les parties prenantes afin d'élaborer des suggestions d'action pour le sommet de New York en septembre prochain. Les acteurs publics et privés opérant dans les secteurs des mines, pétrole et énergie sont aussi en conclave, mais ici à Abidjan. Le ministre Mamadou Sangafoua Coulibaly préside la rencontre. L'objectif de ce grand rendez-vous inclusif est de définir de nouvelles opérations afin d'améliorer le rôle de ces acteurs dans la compétitivité de l'économie nationale. L'enseignant Bakayoko. Donner un nouveau coup d'accélérateur à l'exportation de nos ressources minières, gazières et pétrolières pour en faire de grands pôles industriels, mettre à disposition de l'énergie en qualité et quantité suffisante et surtout à bon marché. Les réflexions stratégiques ouvertes ce mercredi à Abidjan sonnent comme une véritable politique d'orientation. Pour l'énergie, l'ambition est régionale. Il va falloir que nous négocions avec les autres pays pour qu'on puisse laisser le continent aller à son rythme et se développer et sans compromettre notre contribution pour freiner le chauffement de la planète. Quant au pétrole, l'énorme gisement découvert au large des côtes ivoiriennes devrait être géré avec la plus grande rationalité. Nous voulons tirer leçon des pays qui, avant nous, ont reposé leur développement sur l'industrie extractive, avec diverses fortunes. Nous allons apprendre de leurs erreurs et puis nous allons répliquer leur succès. Mais l'un des plus gros défis à relever reste l'exercice de l'activité minière. Malgré les efforts gouvernementaux, l'orpaillage clandestin continue de briller de mille feux. Les causes économiques, les causes sociales de l'orpaillage, depuis le départ, nous allons les adresser, j'imagine, à l'issue de ce séminaire et dans le programme stratégique que nous allons mettre en place de manière à dissuader ceux qui veulent se mettre dans l'illégalité. De bons filons pour les opérateurs miniers, notamment les artisans, ainsi que les élus locaux confrontés à toutes sortes d'épreuves sur le terrain. Nous proposons que effectivement l'administration soit beaucoup plus flexible dans la délivrance des autorisations, ce qui pourra diminuer l'impact de l'orpaillage clandestin. Nous avons l'utilisation du cyanure, l'utilisation du mercure, les eaux sont polluées, le sous-sol est atteint. C'est un problème aujourd'hui africain, mondial, mais la responsabilité dit que nous exige à nous
nous tous de prendre notre part de responsabilité de l'affaire. Des conditions socio-économiques améliorées pour les populations, des ressources humaines de qualité adaptées aux exigences industrielles, des recettes mieux fournies pour l'État. C'est ici que se dessine le futur robuste des mines, du pétrole et de l'énergie en Côte d'Ivoire. Et ça bouge aussi au niveau agricole. Le projet d'urgence agricole a été lancé au profit des agriculteurs dont les activités ont été éprouvées par l'impact du coronavirus. Ce projet est financé à hauteur de plus de 10 milliards de francs CFA par le Fonds international de développement agricole, FIDA. Ce projet devrait contribuer à maintenir et à améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages, nous disent Frédéric Olaï et Jean Magagui. Améliorer la sécurité alimentaire des ménages ruraux, fragilisés par la crise sanitaire de la Covid-19 et surtout, concourir à la relance de l'économie agricole. C'est l'objectif assigné au projet d'urgence agricole initié par le gouvernement. Ce projet touche le secteur agricole et animal, ainsi que la commercialisation des productions vivrières et l'accès au crédit agricole. Le projet vise à faire face à l'urgence, c'est-à-dire à octroyer des semences de qualité, des équipements adaptés aux producteurs pour leur permettre de retrouver leur niveau de production d'antan. Ça, c'est la première phase. Mais après, on pense aussi à la phase de développement qui va consister à promouvoir la commercialisation et aussi la recherche de sources de financement adaptées à l'agriculture. Financé à 10 244 milliards de francs CFA par le Fonds international de développement agricole, FIDA, ce projet apporte la réponse du gouvernement aux différentes crises alimentaires et sanitaires qui secouent le monde entier et notamment la Côte d'Ivoire. On a discuté avec le gouvernement de la Côte d'Ivoire. Il nous a demandé d'affecter certains de nos fonds pour supporter les petits exploitants à faire face à la crise du Covid et les autres crises et à reconstruire le secteur et les systèmes alimentaires d'une façon plus durable. Prévu pour une durée de 3 ans, ce projet sera mis en œuvre dans les 31 régions du pays, principalement dans le nord et le nord-est. Des zones qui enregistrent des poches de vulnérabilité assez considérables. Le projet d'urgence agricole lancé au profit des agriculteurs, le reportage de Frédéric Gorebi de RTI Info commenté pour vous par Jean-Marc Gagui. La Chine s'engage aux côtés de notre pays pour toute action de réconciliation et de cohésion nationale. Justement, l'État chinois a fait don de mobilier, de bureaux, et ce pour équiper les nouveaux locaux de la Direction générale de la réconciliation à la Riviera Mbadon dans la commune de Cocody. Le reportage de Laure Goretti, commenté pour vous par Moussa Konati. Réconciliation nationale. L'ambassade de Chine en Côte d'Ivoire fait don d'équipements à la Direction générale de la réconciliation située à Mbadon dans la commune de Cocody. Nous avons constaté que depuis l'accès au pouvoir de son Excellence, Monsieur le Président de la République, la Côte d'Ivoire a retrouvé la paix et la stabilité et la croissance économique du pays. Je pense que c'est la raison pour laquelle l'ambassade de Chine a exprimé par ce geste à faire sa part de contribution à la cohésion sociale. Un acte de soutien aux actions de réconciliation en cours en Côte d'Ivoire, bien accueilli par la directrice générale de la réconciliation. Pour le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, Bertin Kwadjo-Kounan, c'est un geste qui confirme l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et la Chine. C'est pour moi un immense plaisir de me retrouver en votre compagnie ce matin à l'occasion de la remise officielle de cet important lot d'équipements par l'ambassade de la République populaire de Chine. Je voudrais, Monsieur le Premier conseiller, que vous transmettiez à l'ambassadeur de Chine, Monsieur Wan Li, ainsi qu'au gouvernement de la République populaire de Chine, les remerciements de son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Cette cérémonie de remise d'équipement a permis aussi aux deux parties de nouer un nouveau partenariat gagnant-gagnant entre les deux peuples chinois et ivoiriens.
Les acteurs de la filière bétail en Côte d'Ivoire ont convergé vers Bouaké pour une cérémonie d'hommage et de reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara. Fluidité routière, professionnalisation du secteur ont boosté leurs affaires, disent-ils. Le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Tiemoko Touré, a pris part à ce moment de remerciement. Kader Sogodogo. Place Sakabo de Dar es Salaam, Bouaké. Le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Tiemoko Touré, est accueilli par les acteurs de la filière bétail en Côte d'Ivoire. Éleveurs, bouchers et autres sont venus de tout le pays pour rendre hommage et témoigner leur reconnaissance au premier des Ivoiriens. Alassane Ouattara, à la tête du pays, a su prendre des réformes pour booster le secteur. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous de se retrouver à Bouaké et témoigner notre reconnaissance au gouvernement ivoirien, précisément à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara. Les acteurs des filières bétail et veille, nous sommes conscients de tous les services rendus à la filière bétail. En 2002, les acteurs des filières bétail dépensaient presque 1 600 000 pour entrer en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je peux vous dire, grâce à la vigilance du gouvernement, les 5 francs ont débousculé sur la route, donc il y a des lieux de reconnaître. Le gouvernement, pour sa part, continuera d'être aux côtés de la filière bétail pour la rendre compétitive. Nous avons besoin de vos diverses contributions, de votre unité, qui nous permettra de parler d'une voix à l'attention de l'État de Côte d'Ivoire et vous faire entendre à travers une structure commune qui rassemblera tous les maillons de la chaîne de valeur. À moins de 3 semaines de la Tabaski, les besoins de la Côte d'Ivoire sont connus. Il faudra les combler. Je vous encourage, avec l'appui de nos services, à faire en sorte que les marchés soient approvisionnés en animaux de qualité à des prix abordables. Car la demande aujourd'hui sur tout le territoire sera estimée cette année à environ à 150 000 têtes de moutons pour la fête. Pour le président de la République qui est célébré, la Tabaski s'annonce bonne. Les acteurs de la filière bétail offrent à Alassane Ouattara 40 bœufs. Ils promettent également agir pour que le coût du mouton soit accessible à tous les musulmans à l'occasion de l'Aïd el-Kébir. Le BNET, Bureau national d'études techniques et de développement, a remis au conseil municipal de Cocody le nouveau plan directeur d'urbanisme. Ce projet d'urbanisme de cette commune vise à canaliser le développement de la ville, les grandes orientations, les outils de planification urbaine et les principaux tests relatifs au plan d'urbanisme. Patricia Mouetia nous explique. Madinani est une ville du nord de la Côte d'Ivoire. Elle est située entre Odiéné et Boundiali. La population est essentiellement constituée de Malinké et de Sénoufo. Le département compte environ 50 800 habitants pour une superficie de 3 445 km². Avec le reprofilage de l'axe Odiéné-Boundiali, l'activité commerciale s'intensifie peu à peu avec le seul marché de la commune qui se tient les jeudis. La mairie envisage également redynamiser la pisciculture avec la réhabilitation de plusieurs étangs. Autant de projets qui ont conduit le conseil municipal à valider le nouveau plan directeur d'urbanisme de la commune. Un an après, le Bureau national d'études techniques et de développement, BNET, a remis officiellement au maire de Madinani les documents stratégiques relatifs au plan d'urbanisme directeur de la commune de Madinani. Et ce sont des documents qui ont été construits, des documents de planification du développement par les experts du BNET, mais bien entendu avec la participation active du conseil municipal de Madinani. C'est un document où il y a eu l'implication, la participation de la population qui s'est exprimée sur chacun des secteurs de la vie qui les concerne. Leur point de vue a fait l'objet de discussions, d'échanges, d'harmonisation, consolidation et mis en bonne forme suivant les règles et les normes internationales que le BNET sait faire. Ce plan stratégique de développement entre dans la vision du gouvernement relativement à la configuration administrative du territoire national basé sur la commune, la région et le district.
Voilà, donc le Bureau national d'études techniques et de développement a remis au conseil municipal de Madinani le nouveau plan directeur d'urbanisme. C'était un reportage signé Patricia Omouetia. On passe maintenant à l'actualité culturelle de ce 20h. Le FECADAN, le Festival de la culture du peuple Dan, pour l'édition 2022, a réuni 10 000 festivaliers. Masques et danses du terroir sont à l'affiche. À bien comment vous allez le voir, les populations ont pu communier avec les cadres de cette localité. Le reportage est signé Abou Sanogo. Plus de 10 000 festivaliers égayés par les masques et les danses du terroir dans certains cadres qui ne boudent pas leur plaisir. Nous sommes à Biankouma, la ville qui abrite la 7e édition du FECADAN, le festival de la culture et des arts dans, autour du thème culture, tourisme, cohésion et développement. Une lucarne pour les initiateurs pour appeler à l'union des fils et cadres de la région du Tongpi. Un peuple qui n'a pas de culture, c'est un peuple qui n'existe pas. Nous avons de la richesse culturelle, mais surtout quand il s'agit du peuple Dan. Si nous acceptons la diversité telle que ça existe dans notre culture, cette diversité va nous permettre d'être unis et de développer notre localité. Le maire de Biankouma, représentant le parrain, a salué l'initiative du FECADAN. Comment faire pour que la culture, pour que le tourisme qui a traversé les océans, les frontières de l'Afrique puisse redorer son blason? C'est avec beaucoup de peine, mais beaucoup de satisfaction que, contre vents et marées, les promoteurs sont tenaces à promouvoir cette culture. L'invité spécial du FECADAN édition 2022, le président du conseil d'administration de la RTI, Lazare Akassaye, a exhorté les communautés vivant à Biankouma au vivre ensemble et au respect des 5 principes fondamentaux qui favorisent la paix au sein de la société. Quand on veut faire la paix, on oublie de toucher à la dimension spirituelle de l'être humain. Nos familles doivent prendre soin des enfants en éduquant leur cœur, en vivant pour les autres. Nous tuons en nous l'esprit d'égoïsme qui est un poison pour la cohésion nationale. Plusieurs personnalités et partenaires ont été distingués pour leur contribution à la promotion de la culture Dan aux côtés du FECADAN de 2015 à ce jour. Le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, est arrivé à Dakar, au Sénégal, aujourd'hui. Il y est sur invitation du président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse. Adama Bictogo prendra part demain, jeudi, à la séance de clôture de la 13e législature de l'Assemblée nationale du Sénégal. Et on reste au Sénégal, où la principale coalition de l'opposition a reporté ses marches prévues aujourd'hui et mercredi. L'opposition sénégalaise proteste contre le rejet de sa liste nationale menée par Ousmane Sonko pour les législatives fixées le 31 juillet prochain. Ce report arrive après des interdictions de rassemblement. L'opposition justifie ce report par la médiation des religieux, la préparation de la fête de la Tabaski ou encore les examens scolaires de fin d'année. Et on reste vigilant. Cette pandémie de coronavirus, le nombre de cas ne cesse d'augmenter chaque jour en cette fin de mois de juin. Nouveaux cas, hospitalisation, réanimation à cause de ce virus. La courbe grimpe. L'épidémie de coronavirus repart en France pour une 7e vague. Et selon les derniers chiffres publiés par Santé publique France, plus de 147 000 nouvelles personnes ont été testées positives au cours de ces dernières 24 heures, soit une hausse de 55% en une semaine seulement. On reste donc vigilant. Fin de ce 20h. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve avec le même plaisir, le même bonheur demain. Prenez soin de vous.